Bonjour, merci. Et je vais revenir à des choses qui, pour certains, vont être extrêmement simples et terre à terre. Et j'ai été, moi, fascinée par les orateurs précédents et j'espère que on aura l'occasion d'échanger parce que mon activité clinique, effectivement, est auprès des grands obèses que l'on opère en chirurgie bariatrique. Donc, je suis médecin interniste et gastro-entérologue et je m'occupe donc de ces patients qui, pour pratiquement les trois quarts d'entre eux, ont vécu des traumatismes sévères au cours de leur vie et donc ça a particulièrement fait écho. Mais là, je vais parler de choses beaucoup plus terre à terre, plus simples, puisqu'il s'agissait un petit peu de revoir la nutrition, en particulier la nutrition dans le cadre du travail pour voir comment se sentir en bonne santé, être en bonne santé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette affiche que je trouve géniale, How our way of life is killing us. Voilà. Donc, ça vous montre tout de suite que, effectivement, la nutrition est quelque chose d'extrêmement important pour notre santé et malheureusement, le mode de nutrition dit occidental, est-ce qu'on va souvent parler de Western diet, est associé à un certain nombre de surrisques de pathologies. Donc quelques repères qu'on va revoir au fur et à mesure de cet exposé. L'importance de bien se nourrir, mais attention à l'orthorexie, je vais en reparler. Quelques grands repères nutritionnels, notamment donnés par le PNNS, avec quelques adages qu'on reverra ensemble. Le problème du petit déjeuner, le problème du grignotage et qu'est-ce que c'est comme signe d'alerte. Donc, je vais aborder un petit peu tous ces éléments. Alors, pourquoi est-ce si compliqué de se nourrir? Ça paraît tellement évident que c'est vraiment notre vie et normalement, tout le monde devrait savoir comment se nourrir pour rester en bonne santé. Malheureusement, il y a eu une perte des repères traditionnels. La société a évolué. Il y a eu un moment, et peut-être dans les années 68-70, un petit peu ces pertes de bon sens. J'insiste très souvent et auprès de mes patients, auprès des étudiants, sur cette notion de bon sens. Et il y a aussi eu cette réaction sociétale après la Deuxième Guerre mondiale avec des privations majeures, notamment en termes de protéines, en termes de gras, même en termes voilà, d'aliments plaisir. Et donc, il y a eu cette espèce de, comme toujours, de retour de balancier. Plus jamais de privation, il faut une société hédoniste à recherche du plaisir. Et puis, l'industrie a joué un rôle majeur là-dedans, avec toujours plus de sucre, de gras, mais aussi de composants non nutritionnels qui rendent les produits attractifs, voire entraîner une forme de dépendance et surtout pouvoir vendre. On va revoir maintenant cette notion d'aliments hyper transformés, ultra transformés, comme le donne la classification NOVA établie par les Brésiliens. Et puis ensuite sont intervenus alors les sciences et les médecins dans un domaine qui était considéré comme naturel et privé, avec des traditions familiales et culturelles, avec des messages vécus comme très intrusifs, souvent contradictoires, puisque au fur et à mesure des années et des différentes découvertes, on en a fait des absolus, très souvent culpabilisants, avec des notions de dogmatisme qui ne tiennent pas compte ni de la réalité de terrain des patients ou de la population et de leurs traditions. Et puis, il y a eu ce changement majeur, notamment en France, où on avait vraiment cette tradition des repas pris à la maison, où de plus en plus, on a des repas pris à l'extérieur avec les cantines, la restauration rapide, etc. Et c'est un problème à tous les âges de la vie, puisque on a le problème dès la petite enfance et puis on a aussi le problème même dans les maisons de retraite avec ces notions de restauration collective pas toujours adaptées. Alors,
Donc, j'ai parlé d'orthorexie. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Ça vient de orthos, qui veut dire droit, et donc l'alimentation droite. Mais justement, dans ce côté droit, c'est un côté rigide, et on a cette tendance croissante dans un monde qui a besoin de repères, et donc qui a perdu les repères traditionnels, avec donc des comportements alimentaires très rigides qui sont basés sur l'interdiction d'aliments qui vont être considérés comme mauvais ou dangereux. Ça va être des régimes sans gluten, sans lactose, sans protéines de lait, sans sucre, végétarien, vegan, etc., vécus comme une forme de religion. Pourquoi? Parce que il y a une méfiance croissante vis-à-vis de l'offre nutritionnelle, en particulier de l'offre industrielle. C'est aussi une façon de se démarquer, de montrer sa spécificité, de lutter contre une certaine forme d'angoisse. Et puis, il y a aussi, évidemment, rentre en compte des notions d'éthique, de durabilité, d'écologie au niveau de la planète, etc. Alors, évidemment que tout ça, c'est à distinguer des régimes médicaux prescrits avec vérification d'une réelle intolérance. Évidemment, le régime sans gluten, c'est l'exemple de la maladie cœliaque. Alors, toujours dans cette vision un peu futuriste, c'était un petit clin d'œil à ceux qui ont connu cette époque, mon oncle de Jacques Tati. Le rêve est de Nice, vous mangez ce que vous voulez, vous prendrez quelques pilules pour compléter et tout ira bien. Et on voit très bien cette espèce d'expansion en particulier quand on va aux États-Unis, avec des jarres qui sont à hauteur humaine, remplies de pilules de toutes les couleurs, et une espèce de rassurance en fait des personnes qui se disent bon, certes je mange de la junk food, mais je prends des pilules de vitamines, de tas de choses. En réalité, de plus en plus, je ne sais pas si on aura le temps vraiment d'en parler, mais ça fait partie, on a fait plusieurs études et thèses sur le sujet. On se rend compte que pour la plupart des vitamines et minéraux, les relations avec la santé sont des relations plutôt en U ou en J, c'est-à-dire qu'il y a une dose optimale, mais trop ou trop peu, c'est mauvais, avec potentiellement donc des risques pour la santé et potentiellement des interactions avec d'autres éléments. On en abordera quelques-uns. Alors, on vous a rebattu les oreilles du régime méditerranéen. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays qui est en partie méditerranéen, on peut dire, et que globalement, c'est quand même un comportement santé. Alors, les 9 composants du régime méditerranéen, c'est les fruits à coque, les légumes, les légumineuses, les produits céréaliers, le poisson et l'huile d'olive, qui sont considérés comme des aliments santé. Et donc, plus on en mange, mieux c'est. Et donc, si on est au-dessus de la médiane de consommation, on gagne un point. Si on est en dessous, on a 0. Le vin, avec une dose modérée, considérée comme associée à ce régime méditerranéen, alors elle est souvent considérée comme peut-être un petit peu excessive par rapport aux recommandations, notamment chez la femme pour la prévention du cancer du sein. Mais voilà, un verre de vin par jour, 2 verres de vin par jour, voilà, qui ferait partie de ce régime méditerranéen. Et puis, dans les choses à consommer avec modération, c'est les produits laitiers et les viandes, dont on a un point si on est plutôt en dessous de la médiane de consommation et 0 si on est au-dessus. Une notion qui est aussi importante à bien avoir en tête, c'est qu'il y a 2 notions opposées, qui est la densité énergétique d'un côté et la densité nutritionnelle de l'autre. C'est-à-dire que souvent, plus un aliment va apporter de calories au gramme, moins il apportera de micronutriments utiles à la santé. Et vous voyez donc par exemple que vinaigrette, chips, bacon et beurre, par exemple, font partie des aliments à la plus haute densité énergétique et inversement vont peu apporter au regard de la quantité d'énergie qu'ils apporteront en termes de vitamines et minéraux.
Et ça sont des notions, notamment chez nos patients qui ont été opérés de chirurgie bariatrique, donc qui peuvent manger très peu. Ce sont des notions essentielles parce que, comme ils mangent très peu, il faut absolument qu'ils mangent utile, c'est-à-dire que tous les aliments qu'ils consomment ne soient pas ce que je vais appeler des calories vides, mais des aliments relativement peu caloriques, mais surtout très riches en micronutriments. Alors, on va avoir déjà une vision un peu macroscopique de l'alimentation, c'est le rythme. Le rythme minimum, et il faut que je le rappelle, c'est 3 repas principaux par jour. Et en plus, la tradition française du goûter permet de casser un trop long jeûne l'après-midi, d'éviter le grignotage et un repas du soir trop important. Donc le rythme idéal, c'est 3 repas plus un goûter. Que prendre au goûter? Eh bien, c'est toujours pareil, des aliments utiles pour notre organisme, donc pas oublier les fruits, mais aussi les amandes. Pour les collations, les fruits secs, les fruits à coque de qualité, c'est-à-dire plutôt des amandes et pas grillées, pas sucrées, pas salées, plutôt que des cacahuètes. Pour la qualité des acides gras, on y reviendra, et ce que ça apporte, c'est-à-dire en termes de calcium et de fibres, eh bien, ça peut constituer une petite collation facile à consommer, même par des gens qui sont encore au travail. Alors, on a montré, donc dans notre équipe, ceux qui connaissent notre équipe savent que nous avons une grosse étude de cohorte de 100 000 femmes qui est démarrée depuis 1990, avec maintenant les conjoints, les enfants et bientôt les petits-enfants. Eh bien, on a montré chez nos femmes que lorsqu'elles fractionnaient leur apport énergétique à consommation alimentaire égale, elles faisaient moins de diabète de type 2 et que si elles avaient plutôt un apport alimentaire, un apport énergétique plus important début de journée qu'en fin de journée, elles prenaient moins de poids à consommation énergétique identique sur une longue période. Et puis en plus, donc dîner le soir pas trop tard, c'est-à-dire pas trop à l'espagnol, où des études justement espagnoles ont montré qu'un repas du soir plus tardif était associé à une prise de poids plus importante. Alors, ça, c'est un schéma que je fais pour mes patients en leur expliquant que l'idéal, c'est de passer en dessous des radars, c'est-à-dire que c'est entre les deux barres, la glycémie, vous voyez, est maintenue comme des collines sympathiques entre chaque collation qui permet, dès qu'on est en bas, de remonter gentiment et de façon modérée. Le problème, c'est que si on saute un repas ou une collation ou qu'on laisse un espace entre deux repas trop important, eh bien, on va descendre en dessous d'un seuil de confort. Donc, on va avoir tendance à manger souvent quelque chose plutôt d'hyper-énergétique, voire sucré, pour faire monter très rapidement notre glycémie et se retrouver en zone de confort, mais on va la dépasser. Et là, on va faire détecter par le pancréas cette montée de glycémie. On va générer un pic d'insuline qui va générer un stockage sous forme de graisse, puisque le rôle de l'insuline, c'est de faire rentrer le sucre sous forme de graisse dans nos cellules. Et donc, on va à ce moment-là programmer un stockage, et c'est particulièrement important chez certaines personnes qui ont justement, c'est nos grands obèses par exemple, ces habitudes de stockage bien programmées. Et donc, il va falloir déprogrammer tout ça avec des collations régulières. Alors, j'ai parlé déjà du petit déjeuner, eh bien, c'est vraiment essentiel. Alors, vous avez l'adage que j'ai rappelé tout à l'heure, un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince, un dîner de gueux. Le petit déjeuner, ça veut dire que c'est le moment où on fait la rupture du jeûne de la nuit. Et très souvent, on est en cétose et on manque d'appétit. Donc, c'est la cétose de jeûne que l'on voit par exemple chez les gens qui font aussi du jeûne, grève de la faim, etc. Le cerveau fonctionne très bien, il n'y a pas de souci puisqu'il est adapté justement à une consommation énergétique de corps cétonique. Mais
ça coupe l'appétit. Donc, pour rompre ce jeûne, eh bien, il faut un apport un peu glucidique. C'est pour ça qu'un fruit ou un fruit pressé peut permettre de casser cette cétose et ensuite d'ouvrir l'appétit. Alors, vous avez très souvent des gens qui vous disent, moi, je ne peux pas démarrer le matin sans mon café et ma cigarette et c'est tout ce que je peux avaler. Et effectivement, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que par la sécrétion d'adrénaline que va générer donc le café ou la cigarette, eh bien, on va remonter sa glycémie. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui, vers 10 heures, vont avoir faim. Il va y avoir des petites viennoiseries à porter au bureau. Et vous voyez que ça n'est pas l'idéal. Il est important aussi, dans cette période, alors souvent je dis à mes patients, regardez la couleur du pipi. Parce que très souvent, vous voyez, le matin, les urines sont très foncées, on est un peu en déshydratation, il y a une réabsorption de l'eau en excès pendant la nuit par la vessie. Donc, il est important de bien faire redémarrer le corps avec une grande boisson. Mais évidemment, donc pas un soda, mais plutôt donc un thé, un café ou un produit laitier pour ceux qui le digèrent bien. Les fruits et légumes, alors on vous en a rebattu les oreilles. Bien sûr, c'est les 5 portions OMS par jour, c'est-à-dire on considère qu'une portion, ça fait à peu près 80 grammes. Donc attention à la salade, parce que pour arriver aux 80 grammes, croyez-moi, il va falloir du volume et vous aurez fini votre repas avant de le commencer. Donc c'est plus, donc il faut bien sûr que la salade a son utilité, on verra l'importance des folates, mais c'est plutôt en quantité de légumes cuits et de fruits. Pourquoi ça? Eh bien parce que évidemment ce sont des aliments qui sont bourrés de vitamines et de minéraux qui sont essentiels à la santé, on en reparlera. Évidemment qu'il faut aussi faire attention aux pesticides, donc privilégier le peu traité en agriculture locale, de saison, bio ou le jardin, ou épluché. Voilà. Idéalement 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Donc ne pas penser que parce que vous mangez 5 fruits par jour, vous avez votre ration. Ce sont, et on le reverra, ce sont des aliments qui sont complémentaires les uns des autres. J'avais une collègue chef de service qui me disait, je fais très bien, n'est-ce pas, je mange ma barquette de carottes râpées tous les jours. Eh bien, désolée, je lui ai fait beaucoup de peine en lui disant qu'en plus c'était une ancienne fumeuse, c'était pas du tout idéal, puisque comme ça a été montré par les études Caret et ATBC et que nous l'avions remontré de façon un peu plus large, il y a une interaction négative entre le bêta-carotène et le tabagisme. C'est-à-dire qu'en l'absence de tabagisme, le bêta-carotène, qui est de la provitamine A, est un antioxydant, un pro-apoptotique et donc est très bien pour la prévention des cancers. Mais lorsqu'il y a du tabac, et il semble que même lorsqu'il y a eu du tabac, des quantités trop importantes de bêta-carotène sont associées absolument à l'inverse, à un effet anti-apoptotique pro-oxydant. J'ai parlé tout à l'heure des folates. Folate vient de feuilles, c'est la vitamine B9. Lorsqu'on en donne en complément, ça s'appelle l'acide folique. L'acide folique rentre dans le cycle par une voie différente, une enzyme différente. L'enzyme clé et un peu verrou du métabolisme du folate, c'est la méthylène tétrahydrofolate réductase, dont on a des polymorphismes surtout dans des pays à consommation très élevée traditionnellement de fruits et légumes. Et par exemple, les taux les plus élevés de mutation de cette MTHFR se voient au Mexique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la mutation de cette enzyme, eh bien, il faut consommer beaucoup de folate pour dépasser ce verrou et ne pas avoir les inconvénients de la carence en folate, c'est-à-dire chez la femme un risque de fausse couche et un risque de malformation de l'enfant, notamment de défaut de fermeture du tube neural. Donc, j'en profite pour rappeler à toutes les jeunes femmes qui sont là, mais qui sans doute le savent,
qu'il est essentiel de vérifier ça avant de mettre en route une grossesse. Donc, comme on ne sait pas quel est son métabolisme de la MTHFR, il est recommandé de consommer suffisamment vraiment de légumes et en particulier des légumes à feuilles de façon à avoir un taux suffisant parce que chez des personnes plus âgées, eh bien, la carence en folate est associée à un risque accru de cancer, d'un certain nombre de cancers parce que c'est essentiel pour le métabolisme et la réparation de l'ADN. Alors, inversement, des taux trop élevés de folate, et c'est surtout lorsqu'on va donner des quantités importantes d'acide folique, qui va bypasser en fait cette enzyme MTHFR qui passe par la dihydrofolate réductase, eh bien, on risque de booster des cellules qui sont en train de devenir malignes. Donc, c'est pour ça qu'en France, on n'enrichit pas les farines et les aliments en acide folique. Alors, dans les fruits et légumes, il y a aussi des polyphénols qui sont des antioxydants complexes et multiples et qui ont des effets complémentaires. C'est pour ça que la monomanie dans ce domaine-là n'est pas souhaitable. La vitamine C, si on consomme régulièrement des fruits et légumes, on en a largement suffisamment. Donc, les quantités très importantes par un comprimé, le 1 gramme de vitamine C par jour, pendant quelques jours, ce n'est pas un problème, c'est éliminé par les urines. En revanche, en quantité trop importante, eh bien, on s'aperçoit que ça peut être associé à un surrisque de certaines maladies, en particulier avec Mathesard, Claire Cadone a montré que chez les femmes qui avaient déjà suffisamment de vitamine C dans leur alimentation, lorsqu'elles prenaient des compléments, elles avaient un surrisque de cancer du sein. Et puis les minéraux, le zinc, j'en reparlerai, c'est un de mes minéraux fétiches. Tous ceux qui me connaissent au labo vont sourire. Le magnésium et puis le fer ferreux qu'on va trouver dans les légumes et légumineuses, qui est moins agressif mais moins bien assimilé que le fer ferrique qu'on va trouver dans la viande. Donc, ces vitamines et minéraux phares, le zinc, sachez que si vous avez les ongles cassants, vous perdez vos cheveux, que vous faites de l'herpès, des migraines cataméniales, des boutons avant vos règles et ou que vous mangez peu de protéines animales, eh bien vous avez un risque de carence en zinc et il serait bien de le vérifier et de vous complémenter. La vitamine B12, alors je dis d'autant plus important que le zinc est une aide précieuse dans l'immunité antivirale et je n'ai pas besoin de vous expliquer l'importance de l'immunité antivirale actuellement. La vitamine B12, nous sommes incapables de la fabriquer. Donc, ce sont les produits animaux qui nous l'apportent. Donc, les véganes purs doivent obligatoirement se complémenter en vitamine B12 pour éviter les deux complications majeures qui sont donc la neuropathie et des problèmes de fabrication des globules rouges. La vitamine C, donc on l'a déjà dit, le folate dont j'ai des excès et le fer, donc c'est surtout important pour les femmes non ménopausées ou après les grossesses ou après une chirurgie quand elles ont besoin de refaire les stocks. Le microbiote, voilà un nouveau venu, encore que moi, il y a 25 ans, je trimballais déjà des petits pots de sel congelés entre la France et l'Angleterre, donc on balbutiait sur la connaissance du microbiote. C'est un symbiote, c'est-à-dire que c'est un être, on peut dire pratiquement un être vivant pluricellulaire qui contient plus de cellules que notre organisme lui-même et qui se trouve au niveau de l'intestin, de la peau et de la salive. Alors, lorsque l'on est par césarienne, eh bien, on va hériter du microbiote cutané de notre maman qui est beaucoup moins riche, beaucoup moins diversifié que le microbiote intestinal. Il est important de noter que, évidemment, quand vous naissez en Afrique d'une maman africaine qui a un microbiote intestinal adapté à ce pays,
que vous arrivez en France avec un mode d'alimentation très différent. J'explique quelquefois à mes patients, c'est que vous avez une usine de pâte à papier et on vous apporte des lingots de fer et vous savez plus très bien comment gérer ça. Voilà. Donc, d'où toutes ces notions d'inconfort. Mais au-delà de l'inconfort, il y a tout un tas de pathologies liées à un mauvais microbiote et notamment la perte de diversité du microbiote aussi avec des antibiothérapies répétées vont augmenter le risque d'obésité, le risque de diabète. Donc, évidemment, pour protéger son microbiote, évidemment, limiter les prises d'antibiotiques, mais ça, on fait ce qu'on peut. Mais aussi, il y a des choses qui génèrent des véritables génocides au niveau du microbiote. Et j'ai parlé en particulier des édulcorants intenses, dont on a montré qu'ils vont générer un risque accru de diabète. Et les nanoparticules, en particulier dioxyde de titane, qui servent d'enveloppe au niveau de tout ce qui est dragéifié, aussi bien bonbons que médicaments, et qui là aussi vont générer des disparitions de certaines espèces de notre microbiote, donc une perte de sa diversité, une perte de sa richesse, donc une perte de sa capacité d'adaptation. Donc cette diversité est extrêmement importante. Alors comment favoriser à l'inverse la diversité? Eh bien, il y a 5 classes d'aliments et dans chacune des classes, il faut avoir une diversité de ces classes. Donc, des fruits différents, des légumes différents, avec aussi des légumes racines, des légumes qui contiennent des fructo-oligosaccharides qui vont favoriser plutôt un microbiote de fermentation, si on le supporte bien, les légumineuses, tout ce qu'on va appeler nuts en anglo-saxon, les fruits à coque, et les céréales complètes. Et puis, donc, microbiote et maladie, c'est tout un pan de la recherche actuellement. Donc, non seulement maladies digestives, mais aussi des maladies au-delà, puisque on peut générer avec des problèmes de dysbiose une inflammation chronique, voire au-delà de l'intestin. On a montré des bactéries circulantes un petit peu partout dans les organismes. On a montré comme ça un surrisque de cancer du foie avec certains anticorps antibactériens qui montrent qu'il y a eu des passages de certaines bactéries à travers la muqueuse intestinale. Surrisque aussi de pathologies psychiatriques, puisqu'il a été montré des liens, notamment pour l'instant surtout chez l'animal, mais entre une dysbiose ou des gros problèmes de diversité ou d'équilibre du microbiote et la dépression, voire des comportements autistiques. Alors, vous connaissez cet adage, "An apple a day keeps the doctor away". Eh bien, on sait que les fibres solubles, et notamment celles contenues dans la pectine de pomme, vont être efficaces pour réduire la NASH, qui est une des complications de l'obésité, c'est-à-dire la stéatohépatite non alcoolique qui est liée au syndrome métabolique. Et j'ai comme ça un patient qui avait eu 10 ans de bilan hépatique perturbé et avec une consommation pendant quelques mois de gélules de pectine rajoutées à son alimentation après sa chirurgie bariatrique, il a vu son bilan hépatique parfaitement normalisé. Donc le rôle passe par le microbiote, ça aide à réduire l'obésité abdominale et la graisse blanche et favoriser plutôt la graisse brune, avec également un rôle sur le cholestérol. Donc il y a aussi les flocons d'avoine qui sont tout à fait intéressants dans ce cadre-là. Donc voilà, mangeons des pommes et en particulier, n'hésitez pas à en manger au petit déjeuner ou en collation. Alors les laitages, on a progressivement adopté les modes de vie américains qui consommaient des grandes quantités de laitage et il y a eu un peu des allers-retours, même au sein de l'ANSES et du PNNS, sur les quantités idéales à consommer. Donc actuellement, on en est à 2 à 3 laitages par jour. Le calcium est indispensable à la croissance et à la solidité des os. Les laitages sont la forme d'aliment la plus riche en calcium et donc c'est la forme d'aliment, mais ça n'est pas la seule, la plus facile pour avoir son apport en calcium suffisant.
Très souvent, les gens vont dire qu'ils sont intolérants sans très bien savoir à quoi. Alors, le sucre du lait, c'est le lactose, et de plus en plus, on constate, notamment chez des gens qui sont nés dans des pays du Sud, une intolérance au lactose. Donc ça, c'est pas un vrai problème si c'est géré rapidement, puisque il suffit, et maintenant on en trouve de plus en plus, des laits appauvris en lactose. Les premiers chefs de file, ça a été Lactel, Matin Léger, mais maintenant pratiquement toutes les grandes surfaces, les grandes enseignes font un lait appauvri en lactose qui donc est entre guillemets plus facile à digérer. Mais il peut y avoir plus important une intolérance aux protéines de lait. Il n'est souvent pas très facile de faire la différence entre les deux, et peut-être qu'une intolérance au lactose longtemps négligée avec une poursuite d'une consommation importante de lait pourrait faciliter, par la pullulation bactérienne qu'elle va générer au niveau de l'ion terminal et du sécom, une augmentation de la perméabilité intestinale et une intolérance aux protéines de lait. Alors, c'est compliqué parce que on a eu il y a quelques années, je faisais partie d'une équipe de recherche où on avait mis au point un test et puis finalement il a été abandonné et on n'a pas beaucoup de moyens d'évaluer cette intolérance aux protéines de lait. Donc, quand il y a des vrais symptômes, une vraie pathologie, le mieux est d'essayer d'arrêter pendant un mois toute protéine de lait et de regarder si les choses s'améliorent. Une façon malheureusement catastrophique mais facile d'entraîner une rupture de tolérance immunitaire et notamment aux protéines de lait, c'est des consommations excessives. Et quelquefois, je dis à mes patients que s'ils étaient des animaux, on aurait des problèmes avec Brigitte Bardot. Parce que les gens sont capables de faire à eux-mêmes des choses absolument aberrantes. J'ai comme ça eu une patiente que j'ai eu l'occasion de voir à la 10e chirurgie de son intestin sur des sténoses inflammatoires en un an. Et personne n'y comprenait rien. Je me suis juste assise à côté d'elle et je lui ai dit « Expliquez-moi ce qui s'est passé juste avant ». Et elle m'a raconté que voilà, pour retrouver son mari, parce qu'elle avait quelques kilos à perdre, eh bien, elle s'était mise pendant un an à un régime exclusivement constitué de poudre de protéines de lait. Et elle a généré donc artificiellement une intolérance aux protéines de lait, une intolérance immunitaire très sévère, générant donc des sténoses inflammatoires. Et je lui ai dit, ben, du coup, vous aviez maigri, vous n'aviez plus besoin. Elle me dit, non, j'ai arrêté. Mais je lui dis, du coup, vous mangez quoi? Ah ben, comme j'ai pas beaucoup d'appétit, je ne mange que du fromage blanc. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a comme ça des gens qui se mettent dans des situations extrêmes. J'ai eu des jeunes femmes qui, pour maigrir, ont mangé que des yaourts pendant quelques mois. Eh bien, le risque, c'est de générer donc une rupture de tolérance immunitaire et des pathologies. Alors, les laits de substitut, le lait de soja est un problème parce que de la façon dont il est fait en France, il contient des quantités très importantes de phytostérols et qui ne sont pas nécessairement une chose idéale, notamment en particulier, il faut être très vigilant chez l'enfant puisque c'est contre-indiqué. Mais voilà, en petite quantité, pour le café du matin ou des choses comme ça, ce sont des substituts qui peuvent être intéressants. Maintenant, on ne peut considérer qu'ils peuvent être un réel substitut du lait que s'ils sont enrichis en calcium, parce que sinon, ils en contiennent très peu et donc n'ont pas d'intérêt dans ce domaine-là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir du calcium sans laitage? Oui, de plusieurs manières, notamment si on fait cuire du poisson avec les arêtes au four, eh bien, le calcium des arêtes va se transférer dans la chair. Si on mange des sardines entières, par exemple, on a aussi du calcium. Les fruits contiennent du calcium, donc si on mange beaucoup de fruits, on peut avoir un apport en calcium. Et puis, je vous ai parlé aussi, par exemple, des produits comme les amandes qui sont très intéressants. Et on ne peut parler de calcium sans parler de la vitamine D qui permet de l'absorber. On va y revenir.
Mais je veux noter aussi que, donc passé un certain âge aussi, il est important de montrer que quand on consomme trop de calcium, et ce sont des études américaines, donc c'était plutôt 4-5 laitages, voire plus par jour, eh bien on augmente le risque de cancer de prostate. En revanche, pas du tout de calcium ou très très peu est associé à un surrisque de cancer du côlon. Donc toujours cette relation en U ou en J de dose optimale. Alors la vitamine D, on en a beaucoup parlé dans cette période Covid parce qu'elle intervient dans un nombre très très important de fonctions de l'organisme et en particulier aussi dans l'immunité. La vitamine D, comme vous le savez, est synthétisée par la peau grâce aux ultraviolets. Donc, il faut avoir une quantité de peau suffisamment découverte. Il faut que les rayons du soleil soient pas trop rasants. Donc, par exemple, c'est très difficile de fabriquer de la vitamine D en hiver sous nos latitudes. Et puis, il faut que la couleur de la peau, les mélanines de la peau ne fassent pas barrière. Et donc, plus on a une peau claire, plus on va facilement fabriquer de la vitamine D. Et plus on a une peau foncée, plus il faudra des doses importantes sous nos latitudes, puisque en fait, on n'a pas le soleil adapté à cette couleur de peau. Alors, dans la plupart des pays nordiques, eh bien, il y a un enrichissement de l'alimentation en vitamine D, notamment chez nos amis anglo-saxons. Pratiquement toutes les matières grasses et les laitages sont enrichis en vitamine D. Chez nous, c'est très peu le cas. Donc, l'apport alimentaire en vitamine D est très modeste et l'hiver, pour, je dirais, à peu près tout le monde, et l'été même, chez les gens qui ont une peau foncée et qui ne s'exposent pas énormément au soleil, il faudra des compléments. Alors moi, j'ai été élevée à l'huile de foie de morue. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus sympa parce qu'il vous suffit de quelques gouttes par jour qui sont parfumées à l'orange. C'est quand même plus facile à faire prendre aux enfants, croyez-moi. Les féculents, on en a dit tellement de mal parce que ça faisait grossir. En réalité, non, ça fait partie des éléments de soutien qui vont permettre, c'est ce qu'on va appeler des glucides à faible index glycémique, donc qui vont permettre un maintien de la glycémie sur une période assez longue pour tenir entre les deux repas. Pensez à mes petites collines de tout à l'heure. Mais plus il y aura des fibres avec, plus cet index glycémique restera faible. Et à l'inverse, faites attention évidemment aux sauces qui vont les accompagner. C'est ça qui vont potentiellement alourdir la note énergétique. Les protéines animales maintenant, combien et lesquelles? J'ai déjà parlé des véganes, donc effectivement, quelqu'un qui est végane doit absolument se complémenter en vitamine B12 et peut aussi être un peu juste en zinc, voire en zinc et en cuivre. Pour les autres, donc, on recommande 1 à 2 fois par jour en alternant viande, œuf, poisson. Voilà. Et on va voir pour les poissons qu'ils sont intéressants parce qu'ils contiennent des acides gras N-3 à longue chaîne, que plus on avance en âge, plus on a du mal à synthétiser. Donc, et ils sont très importants pour un certain nombre de fonctions et notamment cérébrales. Donc, pour une bonne couverture de ces besoins, notamment en acide éicosa-pentaénoïque et docosahexaénoïque, pardon, eh bien l'ANSES recommande la consommation de poisson 2 fois par semaine, une fois poisson maigre, une fois poisson gras. Donc le poisson gras, les poissons à forte teneur en EPA et DHA sont saumon, sardine, maquereau, hareng, truite. Mais on va voir l'importance de bien varier les espèces de poissons et les lieux d'approvisionnement puisque ils peuvent contenir un certain nombre de produits toxiques. Donc on sait que les poissons d'eau douce
fortement bioaccumulateurs comme anguilles, barbeaux, brèmes, carpes, silures sont à consommer moins d'une fois tous les 2 mois, sont les recommandations de l'ANSES. Les poissons prédateurs sauvages sont à limiter et certains sont même à éviter, donc à consommer de façon assez exceptionnelle. Marie-Christine, je me permets d'intervenir. Oui. Je voudrais conclure dans pas trop longtemps. Surtout, je sais que les quelques diapos de la fin seront intéressantes. Donc voilà, si tu peux. Je n'ai pas vu passer le temps, c'est terrible. Alors, que boire 2 litres à 2,5 litres de liquide par jour, essentiellement de l'eau. L'importance de bien tenir compte du fait que tous les sodas et sirops sont à base de sirop de maïs, c'est-à-dire de glucose-fructose, qui sont à l'origine de cette stéatohépatite, cette stéatose et stéatohépatite dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le thé et le café, on vient de faire une revue de la littérature sur le sujet, donc sont très bénéfiques sur le risque cardiovasculaire lorsqu'ils sont consommés de façon modérée. Nous avons montré qu'un café pris après le repas de midi réduisait le risque de diabète de type 2 parce qu'en fait, il va limiter le pic hyperglycémique et donc hyperinsulinique postprandial. Et au total, donc, ce qui est recommandé, c'est 3 à 4 tasses par jour en mixant thé et café. Le sel est à limiter, surtout attention pour les hypertendus. Et je fais attention aussi à quelque chose qui est le glutamate de sodium, que vous allez avoir dans pratiquement tous les plats industriels et les plats de restauration collective, parce que ça donne du goût un peu cher. Voilà. C'est un histaminolibérateur, donc attention chez les migraineux, chez les allergiques, chez les asthmatiques. J'ai même récemment une patiente qui a fait un choc ayant nécessité les pompiers dans un restaurant asiatique. Donc, c'est un aliment qu'il vaut mieux éviter. Donc, les aides culinaires, pratiquement les bouillons cubes et autres choses comme ça, en contiennent, sauf s'ils sont au rayon bio, donc à privilégier. Alors, en pratique au travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention à ne pas manger à toute vitesse, manger lentement. La convivialité, c'est important. La diversité aussi, de voir un peu ce que mangent les autres, ça donne des idées, comme en plus, on a la chance dans nos laboratoires d'avoir des gens d'origine géographique différentes. Ça nous donne aussi des idées pour varier notre alimentation. Mais chacun a un équipement génétique et un microbiote particulier. Donc, bien se connaître et savoir ce qu'on supporte plus ou moins bien. Attention aux envies de sucre. Très souvent, en fait, c'est un manque de sérotonine. Et dans certains bureaux qui sont très peu éclairés, eh bien, il y a 2 possibilités. C'est soit de faire remplacer les lampes par des lampes avec un spectre de 6500 K qui sont beaucoup plus proches de la lumière du jour, ou d'apporter une lampe de luminothérapie qui va permettre donc de fabriquer de la sérotonine et de se sentir en forme. Attention aussi à l'arrêt du tabac, parce que là aussi, c'est le circuit de la récompense et il y a une tendance à la compensation avec le sucre, et donc essayer du coup de revenir plutôt sur des règles alimentaires bien équilibrées. Attention aux occasions festives au travail, parce qu'on sait très bien qu'on a tendance à se laisser tenter par les sucres. Et attention aussi à la notion de sédentarité, puisque pour l'OMS, il est nécessaire de faire une rupture de sédentarité toutes les 20 minutes, c'est-à-dire juste de se lever de son bureau, de se dégourdir les jambes 10 secondes et de retourner s'asseoir. Voilà. Et j'insiste souvent sur le fait que je suis résolument aristotélicienne, c'est-à-dire qu'on est un mix indissociable de corps et d'esprit, et donc il est très important de faire attention à son corps dans de bonnes conditions pour être en bonne santé. Et en conclusion, donc, bien se nourrir pour être en forme au travail, c'est indispensable. Plus on bouge et on fait du sport, plus les petits écarts seront permis. Limiter absolument les aliments industriels, donc ce qu'on va appeler les ultra transformés dans la classification NOVA, sont les NOVA 4 sont associés
et de plus en plus d'articles sortent sur le surrisque d'un certain nombre de maladies chroniques, dont le cancer et les maladies cardiovasculaires, avec s'appuyer sur le Nutri-Score qu'on a maintenant sur les aliments pour le choix des aliments. Et puis, faire attention quand même aux traditions et à la diversité. On ne va pas faire manger la même chose à quelqu'un qui est originaire d'un pays du nord de l'Europe et à quelqu'un qui est originaire d'Afrique noire. Il a ses traditions, il a son microbiote et il faut essayer de trouver une espèce de juste milieu entre les deux. Voilà. Et se nourrir, c'est un plaisir, et bien nourrir les autres, c'est un acte d'amour, et c'est aussi un acte d'amour envers nous-mêmes. Et pardon d'avoir été trop bavarde, mais je suis toujours très enthousiaste quand je parle d'un sujet qui m'intéresse. Merci. Merci à vous pour cette intervention, hein. Je pense qu'il va nous falloir les diapos parce que moi j'ai appris plein de choses. Et oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance, des fois on se dit, alors je sais pas si c'est du bon sens ou si c'est une erreur, mais j'ai pas faim donc je mange pas, ou alors j'ai faim donc je mange. Et c'est pas toujours adapté en fait de ce que vous dites. Alors, effectivement, le problème, c'est que si on prend l'habitude de ces pics, hein, je dis à mes patients, il faut faire les collines des Vosges plutôt que les pics des Alpes. Effectivement, quand on va être en bas, on va avoir très faim et on va avoir tendance à manger vite, trop. Surtout si on a sauté le petit déjeuner. Et puis, pareil, si on n'a pas fait de goûter, on va arriver en fin de journée fatigué, on va se poser avec toute la famille et on va avoir tendance à avoir un repas du soir extrêmement riche. Donc, il y a effectivement à tenir compte d'un vrai rythme, et quand on reprend un rythme, eh bien, on va pouvoir refaire confiance à son corps et à ce qu'il va nous dire. Mais seulement quand on a repris un rythme normal. Bon, donc je vais m'atteler à prendre à goûter. Je vois qu'il y a une question d'Élise Piccolo. J'ai entendu beaucoup de choses sur le tofu soja et les phytoœstrogènes. Quel est votre avis là-dessus, s'il vous plaît? Alors, effectivement, dans les pays traditionnels de consommation du soja, on sait par exemple que les femmes ont des cycles plus longs, qu'elles font moins de cancers hormonodépendants, mais elles commencent dès l'enfance, et surtout le traitement du soja avec des lavages qui sont beaucoup plus nombreux va entraîner une perte beaucoup plus importante des phytoestrogènes qui resteront dans des quantités limitées. En France, surtout les formes un peu industrialisées de ces produits vont avoir tendance à avoir une richesse assez importante en phytoestrogènes. A priori, on n'a pas montré dans les études qu'on a faites dans notre série, mais ce sont des femmes qui sont nées entre 1925 et 1950, donc qui sont arrivées, on va dire, aux produits dérivés du soja très tard. On n'a pas montré, au contraire, de surrisque de cancer du sein. Maintenant, on conseille d'en consommer de façon modérée à cause de quantités non négligeables de phytoestrogènes et d'éviter chez l'enfant.